Bienvenue sur le podcast Mon Budget Zen, le podcast où on parle d'investissement de manière simple, sans cravate et sans jargon financier. Je suis Thomas Creton, investisseur touche à tout depuis bientôt 10 ans et conseiller en investissement financier indépendant agréé par l'AMF. Dans ce podcast, seul ou avec mes invités, on va décrypter tout type d'investissement sans langue de bois pour te faire passer à l'action. Dans la description, tu trouveras tous les liens pour démarrer gratuitement ou pour découvrir mes programmes de formation ou de coaching. Et si tu veux aller plus loin sur du contenu inédit, tu peux aussi me retrouver dans mes mails privés du lundi matin ou sur Instagram. Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Cette semaine, on va parler de SCPI. Et on va parler d'une niche de la SCPI, vraiment d'une catégorie dans la SCPI qui est le démembrement. Ça peut paraître barbare à la première écoute parce qu'on va parler de démembrement, de nue propriété et d'usufruit. Ces trois termes, moi, qui m'ont paru du chinois pendant longtemps, et quand j'ai commencé à comprendre en fait les avantages que ça avait de s'y intéresser, je me suis dit, en fait, c'est cool de le comprendre et surtout de pouvoir vous l'expliquer. Peut-être que certains d'entre vous connaissent déjà très bien ces termes, peut-être que non, mais quoi qu'il en soit, l'idée de cet épisode est vraiment de reprendre les bases et d'expliquer, comme si on expliquait à un enfant, qu'est-ce que c'est le démembrement, qu'est-ce que c'est l'usufruit, qu'est-ce que c'est la nue propriété en SCPI, et pour qui c'est bien, pour quel type de profil c'est intéressant, et pour quel type de profil ça ne l'est pas. Pour ça, j'ai reçu donc Clément, le CEO de Louvinvest. Donc Louvinvest, qui je le rappelle, est mon sponsor actuellement du podcast, là pendant un petit mois, qui est sur les SCPI. Donc il en redira certainement un mot pendant l'épisode, mais l'idée c'est pas de faire de la pub sur Louvinvest, mais de vous apporter vraiment de la valeur sur cette thématique qui est le démembrement, et surtout pour quelles raisons c'est intéressant, que ce soit sur la partie patrimoine, diversification de patrimoine, ou même tout simplement de capitaliser, quel intérêt fiscal aussi il peut y avoir, parce qu'on verra qu'il y a de gros avantages fiscaux grâce au démembrement. Donc voilà, je vous laisse avec cet épisode avec Clément de Louvinvest, et je vous souhaite un très bon épisode. Salut Clément, comment tu vas ? Salut Thomas, très bien, merci. Très content de te réaccueillir sur le podcast, que tu étais déjà passé épisode 67. Donc aujourd'hui, on va reparler de CPI, mais on va parler d'une niche de la CPI, une sous-partie de la CPI, et que je n'ai encore jamais abordé, c'est le démembrement. Ouais, Euh, absolument. alors, avant d'en parler, est-ce que tu peux très rapidement te représenter qui tu es, qui est Louvinvest, qu'on sache avec qui on parle? Super, avec grand plaisir, merci beaucoup. Donc effectivement, moi je suis Clément, le CEO et cofondateur de Louvinvest. Euh, j'ai un parcours d'ingénieur, donc j'ai fait l'école des ponts et chaussées, ensuite j'ai bossé dans l'aéronautique, puis dans la tech en Angleterre et en Silicon Valley. Je suis rentré en France en 2019 et j'ai lancé Louvinvest en 2021 avec mon associé Théophile, qui lui a un parcours plutôt finance de marché assez traditionnel, pour répondre à un besoin qu'on a identifié, c'est qu'en fin de compte, l'immense majorité des Français et de manière plus générale des Européens ont un très fort appétit pour l'investissement dans la pierre, mais que l'investissement dans la pierre, en fin de compte, a assez peu évolué depuis maintenant plusieurs décennies. C'est un process qui est assez long, ça nécessite des montants très élevés, et donc on voulait proposer à tous d'investir en immobilier à partir de montants très raisonnables. Et qui dit investissement immobilier, en fait, dit deux avantages majeurs, enfin, en tout cas, deux caractéristiques majeures, c'est la génération de revenus locatifs et une possibilité d'appréciation de son patrimoine via l'augmentation, en fin de compte, des prix immobiliers. Voilà, donc c'est ça qu'on fait, et de manière plus précise, avec Louvinvest, du coup, qui est la boîte qu'on a lancée, on permet aux gens d'investir en immobilier via deux méthodes. La méthode historique qu'on fait depuis le début, c'est donc la SCPI, et c'est ça dont on va parler aujourd'hui. L'investissement dans des fonds immobiliers, et je pense qu'on reviendra peut-être très rapidement sur ce que c'est la SCPI, même s'il y a d'autres épisodes qui peuvent en parler. Et puis depuis peu, une nouvelle méthode qui consiste à investir dans des biens individuels fractionnés. Ce que ça veut dire, c'est on a la possibilité d'investir dans quelques pourcents d'un bien pour bénéficier des revenus locatifs et de la plus-value. Très complet. Merci pour la présentation. C'est vrai que les mots fractionnés, j'en ai entendu parler, je sais que vous êtes lancé là-dessus, mais je propose que, pour pas embrouiller les auditeurs, pour l'instant, sur cet épisode, on se concentre sur la CPI. Je pense, et si on a un petit peu le temps en fin d'épisode, on pourra en dire un petit mot aussi. Ça me va très bien. Alors, t'as très bien dit, t'as très bien rappelé le fait que ça vaut peut-être le coup de rappeler qu'est-ce qu'une SCPI. Alors, sur le podcast, les fidèles auditeurs le savent, c'est pas la première fois qu'on parle des SCPI sur le podcast, c'est au moins la 3e ou 4e fois, dont une fois avec toi.
Mais je pense que ça vaut le coup quand même de redéfinir les bases avant de rentrer, parce qu'on va parler quand même d'un sujet un peu technique. Donc, qu'est-ce qu'une SCPI, à quoi ça sert, voilà, les grands principes de la SCPI. Absolument. Effectivement, donc je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, pas mal d'auditeurs peut-être le savent déjà, mais en fait, la SCPI, c'est un type d'investissement qui existe à peu près depuis la fin des années 70. Et donc, juste pour revenir sur l'acronyme, parce que SCPI, c'est un peu barbare, ça peut faire peur. L'acronyme est en fait très simple, c'est Société civile de placement immobilier. Vous connaissez probablement, pour ceux qui nous écoutent, le terme de SCI, la Société civile immobilière, qui permet d'investir par exemple en famille. Eh bien, la SCPI, c'est un peu la version industrielle de la SCI. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, c'est un fonds en fin de compte, c'est un véhicule dans lequel on va acheter beaucoup de biens et beaucoup d'investisseurs vont pouvoir se regrouper pour mettre l'argent dans ce véhicule afin d'acheter des biens et les mettre en location. Et donc, l'intérêt de ce type de véhicule, c'est que la société de gestion, donc le gérant de ce véhicule SCPI, va vous indiquer pour chaque SCPI, voilà, la stratégie de ce véhicule, ça va être par exemple d'investir dans du résidentiel à Paris. Ça, c'est une option possible. Mais d'autres options peuvent être de la logistique, des bureaux, des établissements de santé, des commerces. Et donc, vous avez à chaque fois une géographie et un type d'investissement qui vous sont proposés par le gérant, et avec d'autres investisseurs qui, comme vous, croient en la stratégie qui a été choisie, eh bien, vous allez regrouper vos investissements dans le véhicule SCPI. Pour rappel, le véhicule, en fait, ne fait que détenir de l'immobilier. Il ne détient rien d'autre. La société de gestion, c'est un prestataire. Vous, vous êtes vraiment un associé. Vous possédez les parts de la SCPI qui elle-même possède les biens immobiliers. Et donc, ces biens sont ensuite mis en location. Et au prorata de votre investissement, vous allez pouvoir obtenir des revenus locatifs qui vous sont versés généralement trimestriellement et une plus-value, puisque tous les ans, un expert vient auditer tous les biens qui sont dans la SCPI et dire, eh bien voilà, le prix a varié de tant de pourcents. Alors ça peut être à la hausse comme à la baisse, hein, on est sur un marché immobilier, mais on va évaluer chacun des biens et donner un prix qui va vous permettre potentiellement de bénéficier de la hausse ou de la baisse de l'immobilier. Ok, et moi j'ai envie d'ajouter un truc quand même, enfin, qui est selon moi le gros avantage des SCPI. Parce que moi pendant un moment, tu vois, j'étais un peu anti-SCPI en fait. J'étais toujours en disant non, mais en fait tout le monde se gave de frais, machin, tout ça. Et quand j'ai commencé à vraiment m'intéresser, à creuser le sujet et investir moi-même, je me suis rendu compte qu'en fait il y a un gros avantage dans la SCPI, qui est pour moi le gros avantage, c'est qu'on fait rien en fait. C'est-à-dire que Absolument. contrairement à l'immobilier locatif classique, qui attention, quelque chose que je défends aussi et que je pratique et que j'adore aussi, mais l'immobilier locatif, ce n'est pas passif. Attention, il y a beaucoup qui disent que c'est des revenus passifs. Moi, j'appelle ça du semi-passif, parce que pendant l'acquisition, bah, voilà, tu es en mode actif à fond, et pendant l'exploitation, tu n'es pas passif, tu es plutôt semi-passif. Alors que la SCPI, tu es du 100% passif, et certes, le rendement il peut être un peu moins élevé que si tu faisais de l'immobilier locatif tout seul en faisant tout. Par contre, voilà, tu n'as rien à faire. Et ça, pour moi, c'est un peu la magie de la SCPI, enfin, qui fait que ça en fait un très gros avantage, c'est qu'on investit dans l'immobilier, mais on ne fait rien. On touche les loyers vraiment de manière passive. Absolument, bah, tu as tout à fait raison, hein. C'est, je pense, un des points plébiscités généralement sur la SCPI. C'est vraiment cette tranquillité d'esprit. Et d'ailleurs, c'est rigolo ce que tu dis parce qu'on a pas mal de clients qui ont déjà eu des expériences en investissement locatif plus classiques et en fait qui reviennent vers la SCPI en disant en fait, ouais, on m'a vendu de l'investissement passif, c'est exactement ce que tu dis, mais en fait, l'investissement passif, quand tu dois aller changer la cuisine le week-end, bah, c'est par définition pas passif, quoi. Et donc la SCPI, là, ça n'arrive jamais, pas d'appel de charge, aucun problème, aucune problématique de travaux. Tout est fait par le prestataire société de gestion. C'est ça, et puis même, tu vois, là, tu vas dans l'extrême en disant changer la cuisine, si celle-là, c'est la personne le veut bien, parce que tu peux toujours faire appel à des artisans, tu peux toujours tout déléguer dans l'investissement locatif classique, hein. Tu peux déléguer même la gestion par une agence immobilière, tu peux déléguer les travaux, mais même quand tu délègues tout, c'est quand même toi qui est responsable du syndic, c'est quand même toi qui a le prêt directement auprès de la banque, c'est toi qui te passes devant le notaire pour acheter ou pour vendre. Donc tu as toujours, même en tout déléguant, tu as toujours des responsabilités, des choses qui rendent pas l'investissement complètement passif. Et je sais qu'avec les CPI, bon, ben oui, tu as la partie acquisition, il faut quand même que tu comprennes en quoi tu investis, tout ça. Par contre, une fois que tu as les parts, bon, là, on te demande vraiment rien, quoi. Et voilà, c'est vraiment, pour moi, la grosse plus-value. Et je comprends tout à fait, tu vois, les gens qui viennent vous voir en disant, bah voilà, je suis passé par le locatif classique et j'en ai marre. Moi, je me dis aujourd'hui, tu vois, j'ai 36 ans, je me dis aujourd'hui, voilà, j'ai l'énergie, je suis chaud, voilà, je continue l'investissement classique. Mais moi, je sais quand j'aurai 50 ans, il y a de grandes chances que je vende les apparts et que je foute tout un CPI, quoi. Parce que ben, j'aurai certainement plus l'énergie et l'envie de gérer tout ça, quoi.
Mais c'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui font ça effectivement. Et peut-être juste un dernier point sur les frais, tu sais, parce que tu mentionnais, alors on va pas rentrer, je pense, dans le détail de tous les frais aujourd'hui, mais peut-être c'est quand même important pour les auditeurs. C'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé Louinvest, c'est que effectivement les frais peuvent être parfois un peu élevés sur les SCPI. Et l'intérêt en fait de la plateforme Louvinvest, c'est que donc on a vraiment une approche très tech. Alors on a évidemment des conseillers qui peuvent accompagner les clients et les aider à créer un projet. Mais en fait, on a été automatisé toute la partie, on va dire, opérationnelle de l'investissement SCPI. Donc, c'est évidemment 100% en ligne. Et gros avantage, et à ma connaissance, on est les seuls à le faire comme ça. On propose, en fait, on rend quasiment la moitié de ce que nous, on gagne directement aux clients. Parce qu'il y a un système, en fait, de rétrocession qui fait que la plupart des personnes qui vous vendent des SCPI vous disent, ah non, mais vous payez rien en passant par moi. En fait, c'est pas vrai. C'est que la personne avec laquelle vous passez va être payée par la SCPI. Ça, il y a une obligation réglementaire de l'annoncer, mais en fait, c'est en pratique pas toujours bien réalisé. Et donc, nous, on a eu cette approche de se dire, comme on simplifie la partie opérationnelle, eh bien, on rend la moitié, en gros, de ce que nous, on touche directement au client en cash sur le compte en banque. Donc, c'est vrai que c'est aussi un aspect qui permet de réduire assez drastiquement ce blocage que certains peuvent avoir sur Sur le les sujet frais, des ouais. frais. Mais surtout qu'il y a une vraie transparence au niveau des frais maintenant. Et ça, c'est vrai que je vois que ça se démocratise et c'est ce que j'adore. Hein. Une des raisons pour lesquelles aussi je vous ai choisi en sponsor, c'est que voilà, il y a cette transparence-là et il y a le fait de faire payer le prix juste aussi aux gens et c'est quand même quelque chose de vraiment appréciable, quoi. Du coup, Clément, je te propose qu'on rentre dans le vif du sujet, qu'on parle de la partie alors technique. Moi, pendant longtemps aussi, j'ai pensé que c'était un truc ultra compliqué pour les investisseurs aguerris et j'aimerais vraiment qu'on arrive à le rendre simple, que le newbie qui nous écoute aujourd'hui, qui découvre la SCPI, il arrive à comprendre qu'est-ce que le démembrement, qu'est-ce que c'est la nue propriété, l'usufruit, tous ces mots qui paraissent barbares. Est-ce que tu peux faire comme si tu expliquais à un enfant ce qu'est le démembrement? Ouais, absolument. Alors en fait, le démembrement, c'est le fait d'accepter en payant, enfin, pour payer moins cher, de ne pas avoir les revenus qui sont tirés de la mise en location d'un bien. Alors on va partir sur un bien, puis ensuite on va arriver sur le cas de la SCPI. Imaginons un appartement, voilà, et on se met d'accord, toi et moi, Thomas, et on se dit, ok, en fait, on va payer tous les deux l'appartement. Donc soit on l'achète tous les deux à 50-50 et par exemple, ben, on a la moitié des revenus. Soit on pourrait décider, par exemple, de dire, ben, en fait, Thomas, moi, sur les 20 prochaines années, j'ai pas besoin de revenus, ok? Mais toi, par exemple, sur les 20 prochaines années, tu as besoin de revenus. Et donc, toi, tu vas acheter, entre guillemets, la partie qui paye les revenus de l'appartement, et moi, je vais acheter les revenus, mais à partir de dans 20 ans. Et donc, je vais payer moins cher, c'est normal, puisque toi, tu as les revenus pendant une période, et puis toi, tu vas payer moins cher aussi, puisqu'au bout de 20 ans, tu n'auras plus les revenus. Et en fait, cette distinction-là, en réalité, ça représente la distinction entre nue propriété et usufruit. L'usufruit, c'est le fait de jouir de l'usage et donc de la mise en location. La nue propriété, c'est le fait d'avoir la propriété, mais pas l'usage. Et donc, dans ce cadre-là, par exemple, moi, j'achèterais la nue propriété, c'est-à-dire que je serais propriétaire du bien à terme des 20 ans, et donc, à ce moment-là, j'aurai les revenus qui commenceront à tomber, et toi, tu auras le droit d'usage, donc en gros le droit de tirer des revenus pendant 20 ans. Ça, c'est la distinction nue propriété usufruit. Le nu propriétaire possède le bien, mais n'en a pas l'usage. L'usufruitier a l'usage du bien, mais ne le possède pas. Et donc, dans le cadre d'un investissement locatif, c'est ce que je disais, ça peut être intéressant pour séparer, en fait, selon les phases de vie. Et dans le cas de la SCPI, c'est également possible. C'est-à-dire qu'on peut acheter des parts qui vaudraient normalement 100, moins cher, mais parce qu'on va accepter pendant une période donnée de ne pas avoir de loyer. Alors, la question évidente que les gens vont se poser, c'est mais attends, pourquoi j'accepterais de ne pas avoir de loyer? La réponse, c'est que comme je le rappelais, on paye les parts moins chères. Donc, par exemple, une part qui vaut 100, je vais la payer 70. Je donne un exemple, voilà, 70, mais pendant 10 ans, j'ai pas de revenus. Alors, pourquoi est-ce que ça peut être intéressant pour moi de le faire? Généralement, c'est intéressant quand on est dans une situation professionnelle où on n'a pas besoin de revenus tout de suite, mais par exemple, on veut préparer sa retraite. C'est un des cas les plus courants. Je te donne un exemple basique. J'ai 54 ans, puisque la retraite, normalement, d'après les En ce dernières... moment, fais gaffe, hein, c'est un sujet tabou. T'as raison, non, mais alors, voilà, sous réserve de ce qui va se passer dans les prochaines semaines, parce que là, on est en plein dans la période on va dire, de bras de fer. En tout cas, imaginons que ça passe à 64. J'ai 54 ans et je me dis, OK, à 64 ans, je vais partir à la retraite. J'aimerais bien, entre guillemets, mettre un peu de beurre dans les épinards et donc avoir une retraite un peu plus consistante. Mais d'ici là, j'ai un emploi relativement stable, etc. Je n'ai pas besoin de revenus. Bon, bah, donc, je vais acheter à 70 euros des parts qui valent 100. Et au bout des 10 ans, mes parts vaudront 100. Donc, en fait, j'aurais fait une plus-value. C'est-à-dire que j'ai acheté 70, mais dans 10 ans, par exemple, ça vaudra 100. Et en plus de ça, eh bien, ces parts vont me payer un rendement. Et ce rendement sera indexé sur les 100. Donc, en fait, j'ai payé 70, un truc qui vaudra 100 dans 10 ans.
et qui me paiera un rendement indexé sur les 100. Donc ça, c'est le cas très classique de la nue propriété avec un avantage absolument majeur, c'est que ce qu'on appelle le recouvrement de propriété, donc le remembrement, n'est pas imposé. Juste pour un petit moment là-dessus, c'est très important de bien comprendre ça. Dans la plupart des cas, si vous achetez quelque chose à 70 et que vous le revendez 100, vous allez payer des impôts sur la plus-value. Ça va être le cas, par exemple, sur de l'immobilier. Alors, hors cas de Sur détention quasiment très tout au longue, final, etc. hein, sur quasiment tous les Ouais, actifs en fait. les actions, etc. Exactement, sur quasiment tous les actifs. Sauf dans le cas de la nue propriété, parce que ce que vous allez acheter 70 et qui vaudrait 100 dans 10 ans, eh bien, sur ces 30, il n'y a aucune imposition. Et ça, Et c'est même pas une de des raisons. CSG. Il n'y a rien, il y a zéro. C'est Rien. comme, en fait, on considère que tu as perdu l'usufruit pendant ces 10 ans, et donc, voilà, tu as acheté de la nue propriété, mais il n'y a pas d'imposition quand ça vaut 100 à la fin. On considère, entre guillemets, que l'impôt, si je peux me permettre, que tu as payé, c'est que tu n'avais pas l'usufruit. Donc ça veut Euh, dire, alors je me permets de couper, ça veut dire, hein, bien si sûr, on ouais. veut, on veut vraiment imaginer la chose, c'est-à-dire que déjà de base tu gagnes 30, si on part en principe, hein, le truc qui vaut 100, tu l'achètes à 70, c'est-à-dire que si tu attends 5 ou 8 ans, déjà sans rien faire et avec, on va dire, aucun risque, parce que là, sans parler du prix de la part, on va partir du principe que la part elle reste à la même Absolument. valeur, tu gagnes déjà 30 quoi, Exactement. sans rien faire et non imposé. Exactement. Ce qui est assez incroyable. Et ensuite de ça, donc ensuite tu possèdes tes parts en pleine propriété, et là elles versent un dividende, et donc bah, les rendements moyens des SCPI, peut-être c'est intéressant de le rappeler pour les auditeurs, c'est en gros entre 4 et 7%, avec une moyenne tout confondu de toutes les SCPI à 4,53 sur l'année 2022, alors sachant qu'il y a quelques entre guillemets, mauvaises SCPI qui tirent vers le bas, et que les meilleures atteignent 7,6% de rendement sur l'année dernière. Ok. Donc ça c'est sur la partie rendement, on va dire, hein, si dans le cas où on a l'usufruit, c'est ça? Ouais, exactement. Ça, c'est une fois qu'on a l'usufruit, donc à l'issue du démembrement, quand on a l'usufruit, c'est un actif qui paye, en gros, on va dire entre 5 et 6 quoi. Et on est d'accord que imaginons une personne veuille revendre quand il y a le remembrement, elle a le droit de revendre quand elle veut. Quand elle veut. C'est en fait, alors peut-être avec un point de détail, il n'y a pas de liquidité garantie. C'est-à-dire qu'on n'est pas sûr de pouvoir vendre instantanément. En revanche, pour quand même rassurer les auditeurs, aujourd'hui, alors ce qui ne présage pas du futur, mais aujourd'hui, le marché est en fait très liquide sur ces produits parce qu'il y a beaucoup d'achats-ventes qui se passent un peu tout le temps. Mais oui, une fois que tu as la pleine propriété, tu n'as aucun problème. Tu peux décider de mettre en vente tes parts et dès qu'il y a un acheteur en face, tu vends tes parts et tu as fait la plus-value. C'est ce que j'ai dire. Pour vendre, il faut forcément un acheteur en face. Il y a pas, un intermédiaire qui va pouvoir acheter pour assurer les liquidités. Il faut forcément un acheteur en face. Ouais, dans le cadre de la détention en direct, et comme on parle de démembrement, en fait, il y a que la détention directe, c'est-à-dire un achat vraiment direct de part de la SCPI à son nom ou au nom de sa société, on y reviendra pour le cas de l'usufruit, je pense. Euh, Tu dois attendre d'avoir un acheteur en face, sachant que c'est quand même bien organisé, puisque les sociétés de gestion aujourd'hui maintiennent un marché spécial qui te permet en fait toi d'inscrire tes ordres, enfin tes parts à la vente, et donc dès que quelqu'un rentre, eh bien ça va faire automatiquement un appariement. D'accord. Et à contrario, on reste dans le cas de la nue propriété, enfin dans le cas que tu as dit, pendant la durée de nue propriété, donc c'est-à-dire avant qu'on remembre, on ne peut pas vendre. Là, pour le coup, c'est bloqué. C'est un peu plus compliqué que ça. En fait, tu n'es pas, enfin, tu peux vendre, mais c'est-à-dire, imaginons, hein, tu vois, je te donne un exemple très concret. J'ai de la nue propriété et je veux la vendre et je me mets d'accord avec toi. Et voilà, on se met d'accord sur un prix, on réfléchit, etc. Et on accepte de se vendre de gré à gré. Là, c'est envisageable. En revanche, il y a généralement pas de marché qui est tenu pour ce type de bien parce qu'en fait, le prix est plus difficile à estimer, etc. Donc, disons que c'est pas 100% impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué que la pleine propriété. Quand tu dis gré à gré, c'est-à-dire que tu es obligé de trouver toi-même l'acheteur? Ouais. Ok. Et c'est pour ça, voilà. C'est pour ça que je dis, c'est pas 100% possible, mais faut partir du principe quand on a acheté en démembrement, on va garder les parts sur la durée. Et on va dire que l'intermédiaire, il est pas censé du coup, enfin, ou la société de gestion, c'est pas son rôle du coup de trouver quelqu'un qui va racheter de la nue propriété, quoi. C'est vraiment à toi de te débrouiller. Ok, donc ouais, forcément à éviter, quoi. Parce que je pense pas que au coin de chaque rue, tu trouves quelqu'un qui va te racheter une part en nue propriété. Déjà, il faut qu'il le comprenne, et puis en plus, il faut qu'il veuille acheter, quoi. Ok. Euh, du coup, on va rester d'abord sur la nue propriété avant de parler de la partie usufruit. Selon toi et selon ton expérience, pour quel type de profil, alors je précise, on ne fait pas de recommandations, pas de conseils d'investissement, chacun doit faire ses propres recherches, mais pour quel type de profil de ton expérience
la nue propriété pourrait être pertinente ou intéressante? En fait, la nue propriété, généralement, va s'adresser à une clientèle qui a ce qu'on appelle une tranche marginale d'imposition. Alors peut-être très rapide rappel, hein, mais l'imposition sur les revenus en France fonctionne par tranche donc en fait fonctionne de manière marginale. C'est-à-dire que quand vous êtes dans la première tranche, c'est zéro, il n'y a pas d'impôt du tout. Puis ensuite, tout ce que vous gagnez au-dessus de cette tranche va être imposé à 11, etc., jusqu'à 45%. Généralement, ce qu'on observe, c'est que la nue propriété va être particulièrement pertinente pour des gens qui sont en imposition marginale à 30% ou plus. Parce que ça devient des niveaux sur lesquels les revenus qu'on tire de la SCPI sont imposés assez fortement et où du coup, la nue propriété, via, comme je le rappelais, la non-fiscalisation du remembrement, devient hyper intéressante. Et l'autre aspect qui fait que c'est typiquement ce type de clientèle qui va être intéressée, c'est que c'est généralement des clientèles qui ont des revenus assez confortables et qui du coup n'ont pas un besoin de revenus supplémentaires tout de suite. Donc ça va être généralement un professionnel au sens de quelqu'un qui travaille, euh, qui a plutôt un bon salaire, qui a une situation relativement confortable, qui n'a pas besoin de liquidité pendant une période donnée, mais qui est intéressé de faire du rendement. Et pour revenir du coup sur la notion de rendement, ce qu'on observe aujourd'hui sur les SCPI qui ont les clés, donc en fait il y a des clés de démembrement, hein, c'est-à-dire qu'en fait le prix de la nue propriété dépend de la durée de démembrement selon des clés qui sont communiquées par chacune des sociétés de gestion pour chaque SCPI. Et ça, tout ça est évidemment disponible en ligne, par exemple sur notre site ou sur d'autres plateformes. Euh, et donc généralement ce qui va se passer, c'est qu'on n'a pas besoin de liquidité pendant la durée de démembrement et on peut espérer récupérer des rendements annualisés d'à peu près aller jusqu'à 4,5% par an. Donc c'est quand même 4,5% net de toute fiscalité, net de tout. Quand tu penses au fait que c'est voilà net de charges, net de fiscal, net de frais, net de gestion, etc. Enfin c'est vraiment bien quoi. Ok. Donc tu dis que c'est souvent les profils avec tranche marginale au-dessus de 30%, généralement ça peut être pertinent. Exactement. Et j'en reviens à un épisode que j'ai fait il y a vraiment pas longtemps, épisode 95 avec Charlotte de Yomoni, et on parlait d'épargne enfant. Et elle a, dans comment dire, les stratégies qui existent pour épargner pour ses enfants, elle a parlé justement de SCPI en nue propriété. Est-ce que c'est des choses que toi tu vois avec Louvre? Est-ce que tu penses que c'est pertinent? Si oui, pourquoi? Ouais, absolument. Alors, il y a même deux manières de regarder sur l'épargne enfant. Il y a, par exemple, le fait d'aller acheter de la nue propriété pour ses enfants pour que, par exemple, ils aient, je sais pas, un revenu supplémentaire lorsqu'ils vont atteindre leurs études. Donc ça se fait effectivement. Par exemple, tu vas t'acheter ça pour tes enfants qui ont, je sais pas, 5, 10 ans, et puis tu te dis, tiens, dans 10 ans, quand ils vont commencer à l'université, ben, ils auront un petit pécule. Donc ça se fait beaucoup. Et en fait, en particulier parce qu'il y a un avantage monumental qui peut se faire sur ce cas-là, c'est de faire ce qu'on appelle le démembrement viager. C'est-à-dire qu'on va démembrer ses parts de propriété, enfin ses parts de SCPI, pardon, jusqu'à la mort des parents. Alors c'est un peu glauque dit comme ça, mais en fait c'est hyper intéressant sur le plan fiscal et je vais vous expliquer très rapidement pourquoi. En démembrement viager, la plupart des gens connaissent le viager pour les appartements, mais en démembrement viager de part de SCPI, c'est que je vais donner à mes enfants la nue propriété et moi je vais garder l'usufruit. Pourquoi je fais ça? C'est le cas classique, je suis à la retraite, ça m'augmente mes revenus pendant que je suis vivant, donc c'est sympa. J'ai une retraite, on va dire, boostée. Je fais la donation, alors soit du cash pour que mes enfants achètent la nue propriété, soit directement de la nue propriété, ça se fait également à mes enfants. Et donc là, l'intérêt, c'est qu'on bénéficie des abattements. Peut-être que tes auditeurs le savent, mais en fait, il y a tous les 15 ans des abattements de 131 800 et quelques euros disponibles. Donc sans aucune imposition. On donne ça à ses enfants sans aucune imposition. Et ce qui est absolument génial, c'est que évidemment, c'est basé sur le prix de la nue propriété. Mais le prix de la nue propriété est très fortement décoté. Et donc, ce qui se passe, c'est que moi, je garde l'usufruit, mais à ma mort, eh bien, mes enfants retrouvent la pleine propriété, et cette pleine propriété peut être 2 fois plus élevée que ce que je leur ai donné. Donc, je leur ai donné, par exemple, 131 000 euros en ne payant aucun impôt puisque je leur ai donné la nue propriété, mais à ma mort, tout ça ne rentre pas dans la quote-part qui va être utilisée pour la partie succession. Ils ont la pleine propriété et ils n'ont pas payé d'impôt sur la différence entre la nue propriété et la pleine propriété. Ok. Alors ouais, là, tu as donné l'exemple pour des enfants, mais qui sont du coup plus grands, quoi. C'est plus dans un cadre de succession. Moi, je pensais plutôt à un jeune papa, enfin un jeune couple qui vient d'avoir un enfant qui est vraiment petit. Et est-ce que tu penses que plutôt
pour cette phase-là, est-ce que ça vaut le coup qu'à la naissance de faire de la SCPI en UPRO, par exemple, pour après payer les études, la première voiture ou des choses comme ça? Bah, en fait, bien sûr, enfin, tout investissement pour ces enfants est pertinent. Et l'avantage de la Nupro, bah, c'est exactement ça, c'est que tu peux en fait enfin, décider en choisissant la durée à quel moment ils vont commencer à toucher les revenus. Donc, par exemple, je sais pas ce qu'on disait, tu vois, si tu veux qu'ils soient à 18 ans ou à 20 ans, eh bien, tu peux le faire en avance de phase. Et ce qui est assez intéressant, c'est que comme aujourd'hui beaucoup de SCPI proposent des clés pour quasiment toutes les durées, tu peux même changer tous les ans. Par exemple, quand ton enfant a 8 ans, tu fais du démembrement 10 ans. Quand il a 9 ans, tu fais du démembrement 9 ans, etc., etc. De sorte que tu étales et qu'à 18 ans, il est tout d'un coup. Donc ça, c'est évidemment hyper intéressant. Et bon, mais malgré tout, la raison pour laquelle je parle quand même des abattements fiscaux, c'est que c'est quand même souvent ça que les gens cherchent. Donc là, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu peux faire une donation progressive à tes enfants pour que les enfants achètent de la Nupro et donc rester toujours sous les limites d'abattement. Et donc, en fin de compte, leur créer un pécule sans frottement fiscal, quoi. Mais donc oui, la réponse est oui, c'est tout à fait possible. Ok, donc si j'ai récapitulé un petit peu les trois situations dans lesquelles la NUPRO peut vraiment être pertinente, ça va être, on va dire, les enfin, les gens actifs qui ont une TMI, donc tranche marginale d'imposition supérieure à 30%, et qui veulent préparer leur retraite. Ça va être pour succession et donation, donc on va dire mixer la succession et donation, et du coup pour vraiment réduire son impôt. Et aussi pour l'épargne enfant, pour qu'à 18 ans, ils aient un bon petit pécule et qu'ils ne soient pas imposés et qu'ils profitent de cette fameuse plus-value non imposée d'une propriété. Et les revenus du coup, hein, parce que c'est ça qu'il faut pas oublier, c'est qu'en gros, généralement, quand tu fais ça pour ses enfants, on a eu un exemple récemment d'une personne qui avait fait ça pour sa fille et qui faisait ça en se disant, bon, ok, bah, en fait, je lui donne 100 000 euros et ça lui permet de récupérer quelques centaines d'euros par mois de revenus. Et donc, bah, c'est un peu un boost, tu vois, quand tu es dans ta vie étudiant, ça peut être Mmh. parfois un peu Ah, j'ai envie de compliqué. dire, c'est un luxe même déjà d'avoir une rente à C'est 18 clair. ans. C'est pas tout le monde qui a ça, hein. Enfin, moi, Non, j'en non, étais c'est loin à sûr. 18 ans. Si j'aurais pu payer mes soirées étudiantes avec ma SCPI, j'aurais été contente. J'aurais Tu aurais été peut-être fait content. plus de soirées, tu vas t'en serais Ouais, parlé aujourd'hui. j'aurais payé un peu plus de tournées déjà. Ou j'aurais bu du meilleur whisky, tu vois. Ok. Bon, super clair pour la Nupro. Enfin, j'espère en tout cas pour les auditeurs salés. Moi, j'essaie de récapituler justement pour que ça clarifie pour les gens qui auraient peut-être été perdus en route. Je te propose que maintenant on parle de l'autre aspect du démembrement. Donc on a dit, hein, dans le démembrement, il y a d'une part la nue-propriété, l'autre part l'usufruit. Donc on a parlé de la nue-propriété. Est-ce que tu peux parler de l'usufruit maintenant? Pour Ouais, absolument. quel type de profil ça correspond? Alors, l'usufruit, dans la très vaste majorité des cas, pour ne pas dire quasiment la totalité des cas, ça va être intéressant pour des personnes morales. Ce que veut dire une personne morale, c'est une société. Et cette société, ça peut être une SCI qui aurait des revenus à investir, par exemple, tu as des revenus fonciers d'autres biens qu'elle veut investir, ça peut être une SAS, enfin, ça peut être vraiment tout type de société qui aurait de la trésorerie à placer. Et la raison pour laquelle l'usufruit c'est super intéressant, c'est qu'en fait on va acheter du coup des revenus futurs et donc bah, en fait ça va perdre en valeur. C'est-à-dire que c'est ce qu'on se disait, hein, l'usufruit temporaire, on l'achète à une date T, mais après les 8, 9, 10 ans selon la durée qu'on a choisie, eh bien ça disparaît. C'est quelque chose qu'on a acheté, qui nous a fait des revenus et qui n'existe plus. Euh, mais du coup, le fait que ça n'existe plus à la fin fait qu'on peut l'amortir comptablement. Et donc, on peut déduire des revenus générés de l'usufruit une partie du prix investi en usufruit. Et donc, ça permet pour les sociétés d'avoir des taux de rentabilité extrêmement élevés dans la fourchette haute des rentabilités à un chiffre ou basse des rentabilités à deux chiffres. Donc, en gros, entre 7 et 15% selon les clés qu'on a choisies. Donc ça, évidemment, c'est le cas en gros, c'est 99% des cas. À part, évidemment, le sujet, comme on se disait, tu vois, de parents qui veulent faire la donation aux enfants, mais en excluant les cas où tu fais quelque chose en famille entre parents et enfants, l'immense majorité des investisseurs usufruits, c'est des sociétés, parce que c'est très intéressant pour faire un placement de trésorerie relativement court terme. Tu vois, ça commence à 3 ans à peu près, hein, en gros, l'usufruit, donc c'est quand même assez court terme, et tu as des rentabilités qui sont hyper intéressantes, post-impôt, encore une fois, hein, grâce à ce mécanisme d'amortissement de l'acquisition d'usufruit. Alors, est-ce que tu peux un peu le détailler? Parce que là, même moi, tu m'as perdu sur l'amortissement. Qu'est-ce qui est amortissable concrètement? C'est-à-dire, quand tu dis amortissable, ça veut dire qu'on peut déduire ses charges dans son bilan comptable de la société, hein. C'est bien ça, hein, Ouais, quand tu parles d'amortissement? exactement. Et c'est quoi qui est déductible? C'est le fait, c'est les loyers en fait que tu reçois qui sont déductibles? En fait, c'est pas les loyers que tu reçois, c'est que, donc, par exemple, tu vois, imaginons, j'achète un usufruit à 100 euros sur une durée de 10 ans.
et ben en fait, je vais amortir cet achat tous les ans pendant 10 ans. Et donc, je vais dire tous les ans, en fait, sur les revenus que je touche, et ben, je vais retirer 10. Parce qu'en fait, tu vois, tu l'as acheté, mais c'est un peu comme un bien mobilier. Dans une société, généralement, quand tu achètes enfin, un bien meuble, je sais pas, des chaises de bureau, des ordinateurs, tu vas les amortir. Tu vas considérer qu'en fait, à terme, ben, ils ont plus de valeur, quoi. Ce qui est assez normal. Un ordinateur qui a 10 ans, bon, il a une valeur très faible. Et donc, tu vas pouvoir déduire ça de ton résultat. Donc, en fait, d'un côté, l'usufruit va te rapporter des revenus que tu vas pouvoir réduire d'une partie du montant investi sur l'usufruit. Mais là, quand tu parles en fait, c'est la part de l'usufruit. Enfin, si on part du principe qu'une Exactement. part vaut 100, tu auras 70 qui est de la nue propriété, 30 qui est de l'usufruit. C'est bien Ouais, ça? Et c'est ces 30 de l'usufruit qui vont être amortissables. C'est bien ça? exactement. Donc, je pars en basse sens. Pour ça, je dis, tu as acheté 100 euros d'usufruit et donc tu vas amortir tous les ans. Donc, tu vas réduire de tes revenus 10 pendant 10 ans parce qu'à la fin, ça vaut plus rien. Ok. Et après, quand tu fais de l'usufruit, est-ce que c'est liquide pour une société? Je veux dire, elle peut les revendre facilement ou au contraire, Non. non, 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 alors c'est là, comme pour la le nue coup, propriété, l'usufruit, quoi. c'est très, très peu. Il faut partir du principe que tu le Que garderas c'est bloqué, à quoi. terme. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur les sociétés, on observe beaucoup d'appétit pour des usufruits relativement courts. Tu vois, on va dire entre 3 et 8 ans. Des usufruits achetés sur 20 ans par des sociétés, ça n'existe quasiment pas parce que c'est une durée qui est beaucoup trop longue. Les usufruits très longs comme ça vont se faire en famille. Les usufruits de société, c'est du placement de trésorerie. C'est voilà, j'ai 300 000 euros en cash sur ma société, j'ai envie de les faire fructifier. Ben, l'usufruit, c'est un super moyen de le faire. Mais en contrepartie, s'il y a un problème de cash dans la boîte, voilà, il est bloqué, quoi. Donc c'est comme aussi dangereux de bloquer trop de trésorerie, parce que ça, c'est vraiment de l'argent bloqué, enfin, qui est là pour travailler, mais qui peut pas être utilisé pour la boîte, quoi. Tout à fait. Mais tu vois, et pour revenir là-dessus, en gros, ce qu'on observe, c'est que sur des sociétés, on va dire, plus classiques, type PME, industrielles, enfin, ou des PME, on va dire, qui ont des employés, etc. Généralement, tu vas allouer, tu fais une gradation des risques, hein. Tu vas mettre une très bonne partie de ton argent, enfin, disons, tu vas garder toujours une partie en cash pour payer ton BFR, tes employés, etc. Ensuite, tu vas peut-être allouer sur des choses très safe, comme des comptes à terme, sur une durée définie. Et puis ensuite, tu vas prendre des choses un peu plus risquées, peut-être sur 15-20% de ce qui est, enfin, de la trésorerie, pour aller chercher un peu de performance financière. Les cas où, par exemple, tu vois des gens qui mettent beaucoup, une proportion très importante de la trésorerie dans ce type d'investissement, c'est comme je te le disais, les SCI. En fait, ça va être généralement des SCI patrimoniales où les clients n'ont pas besoin de sortir de cash, les dépenses sont maîtrisées, il y a des flux rentrants par ailleurs sur d'autres types de biens. Et donc là, en fait, l'usufruit, ça va vraiment être un vecteur de création de patrimoine. Et l'autre cas assez classique, ça va être des professions un peu indépendantes, tu vois, des avocats, des médecins, qui ont des revenus futurs assez stables, qui n'ont pas de dépenses très fortes, qui peuvent être engagées tout de suite, et qui du coup en fait gèrent entre guillemets le cash de leur entreprise, un peu comme un particulier gérerait son propre cash, parce qu'en fait, voilà, ils sont peut-être un ou deux dans la société, mais c'est une profession où l'entreprise c'est quasiment une personne, quoi. Ouais. Et d'ailleurs, en termes de solutions d'épargne pour les boîtes, alors on sort complètement du sujet, hein, mais est-ce que tu peux donner un petit peu des éléments là-dessus? Je sais pas si tu sais ou c'est des choses qui te parlent, parce que tu as parlé de compte à terme, d'usufruit. Que font les entreprises pour placer leur trésorerie? Tu as des idées, toi, de ce qui se fait généralement? De ce que j'en vois, c'est les deux là, enfin c'est en fait les deux. Et en réalité, l'usufruit est moins connu, donc beaucoup moins utilisé, même si je pense très intéressant. Pas sur le, enfin, je veux dire, jamais je conseillerais à un chef d'entreprise de mettre 90% de sa trésor en usufruit, parce que comme tu le rappelais, une fois que tu as investi, tu peux pas le sortir, donc faut faire attention. Mais un petit pourcentage qui va chercher de la perf, c'est pas idiot. Le compte à terme, c'est le cas hyper classique. Mais l'argent est Si bloqué aussi sur le compte à terme. Ouais, ouais, mais ça peut être Moins des durées très longtemps? courtes, Ouais, hein. ça, Voilà, c'est tu peux moins faire du longtemps. 3, 6 mois, du 1 an. Donc là, tu vois, tout à coup, ça peut Mmh. être intéressant. Tu peux savoir comment échelonner sur tes comptes à terme. Et après, tu as des fonds. Alors, tout le monde n'y a pas accès. Ça dépend un peu de sa banque. Ce qu'on appelle les fonds monétaires. Donc, par exemple, aux États-Unis, tu as les money markets qui sont des fonds extrêmement liquides qui permettent de récupérer un pourcentage un peu moindre, mais en ayant beaucoup plus de flexibilité. Donc, généralement, tu vois les choses s'échelonner sur, voilà, par exemple, des fonds monétaires très liquides, des comptes à terme qui payent un peu plus mais qui bloquent et de l'usufruit qui paye encore plus mais qui bloque encore plus. C'est généralement cette Mmh. gradation-là que tu Ouais, ouais. fais, quoi. Ouais, ça fait c'est gradué suivant la liquidité du placement, quoi. C'est ça. Exactement. OK. Donc du coup, si je récapitule, sur la partie usufruit, la grande majorité des gens qui font de l'usufruit, ça va être des sociétés pour placer leur trésorerie et une petite minorité seront plutôt
on va dire Des pour montages familiaux. ouais, voilà, c'est des montages familiaux pour, en gros, que la personne qui cherche à optimiser sa succession puisse toucher l'usufruit et puis qu'après de faire la donation de pleine propriété. Alors peut-être que j'emploie pas les bons termes, mais que puisse faire la donation à ses enfants sur la pleine propriété de la SCPI, quoi. Exactement. Ok. Maintenant qu'on a fait un peu le tour de ces deux éléments du démembrement, est-ce que tu peux me dire, est-ce que c'est pertinent de faire du crédit sur une de ces deux stratégies? Alors, est-ce que ça se fait? Est-ce qu'on a le droit? Est-ce que c'est pertinent? Alors, le crédit, effectivement, c'est dans l'investissement locatif traditionnel un vecteur super important de performance. Et pour rappel, pour les auditeurs, c'est également possible de le faire en SCPI. Donc, c'est pas, enfin voilà, on peut acheter des parts en pleine propriété en général de SCPI à crédit. Sur le démembrement pur, c'est beaucoup plus compliqué de faire du crédit parce qu'en fin de compte, c'est moins adapté. Généralement, l'intérêt de faire un crédit, c'est que on va avoir un remboursement d'emprunt voilà, de 100, on va récupérer 60 de revenus et donc l'effort d'épargne est de 40 et donc c'est beaucoup plus facile. Par définition, sur la nue propriété, on n'a pas de revenus et donc l'effort d'épargne n'est pas réduit et de manière générale, les banques ne financent pas les parts en nue propriété. Il y a d'autres raisons également, hein, c'est que généralement quand tu fais un crédit, tu collatéralises, c'est-à-dire que tu vas nantir tes parts de SCPI, c'est-à-dire que la banque peut récupérer les parts de SCPI si tu arrêtes de rembourser un emprunt. C'est en gros l'équivalent d'une hypothèque sur des parts de SCPI. Et comme on le rappelait, les parts en nue propriété étant beaucoup moins liquides à la banque est beaucoup plus frileuse parce qu'en fin de compte, elle va récupérer des actifs pas liquides, c'est beaucoup plus compliqué pour elle. Donc la réponse, ça est une réponse un peu longue pour dire globalement c'est très compliqué. On voit très peu de cas d'achat à crédit de nue propriété. Il y a des cas évidemment exceptionnels qui peuvent le faire, mais c'est généralement des négociations ad hoc avec sa banque dans des contextes voilà, où on a une bonne relation avec son banquier, on a généralement plutôt un patrimoine assez élevé, ou en tout cas on a déjà fait des opérations avec le banquier qui a confiance et qui du coup peut le financer. Mais c'est très très minoritaire. Généralement, l'acquisition de nue propriété se fait en cash et l'usufruit se fait quasiment toujours en cash puisque de toute façon, Ouais, c'est, c'est pour comme de on la le rappelait, fait trésorerie, par ouais. des... Voilà, exactement. Mais putain, j'ai envie de dire, si tu fais du crédit sur de la nue propriété, il faut aussi un sacré effort d'épargne pour te permettre de Exactement. couvrir ça, parce que t'as pas les loyers qui vont te couvrir le crédit. Donc, il faut avoir Exactement. dire les reins suffisamment solides. Enfin, en plus de la confiance du client, pardon, en plus de de la confiance de la banque, il faut aussi avoir des revenus ou les reins suffisamment solides pour être capable de payer un crédit avec aucune rentrée d'argent liée à cet investissement en Exactement. tout cas. Exactement. Et en plus, enfin bon, et ça c'est un autre truc, mais c'est que tu as plein d'avantages que tu plus. Hein. C'est-à-dire que, pour rappel, un des points sympas du crédit, c'est que tu peux amortir enfin tu peux déduire en fait les intérêts de ce que tu gagnes. Donc en fait, tu vas avoir des revenus dont tu vas retirer les intérêts d'emprunt. Et en fait, par définition, tous ces avantages-là n'existent pas en nue propriété puisque t'as pas de revenus. Donc en fait, tu peux pas déduire les intérêts d'emprunt. Enfin, il y a plein de choses qui font qu'en réalité, c'est pas très adapté le crédit pour la nue propriété. Ouais, que c'est sur l'aspect fiscal non plus, quoi. C'est ça que tu Ouais. dis sur l'aspect fiscal. Ok. De toute façon, ouais, on a bien compris que sur l'aspect fiscal, clairement, la nue propriété, ça restait quand même un très très bon levier, on va dire, de pas être imposé sur ses revenus locatifs, hein, de la SCPI, et encore moins de la plus-value. Alors, moi, j'ai du mal à appeler ça plus-value, parce qu'au final, c'est le rattrapage de la décote. Alors, on appelle ça quand même une plus-value, Non, on Clément? appelle ça un remembrement ou alors le fait de recouvrir la pleine propriété. Mais tu vois, c'est pas. C'est pas une Effectivement, on vraie appelle pas ça plus-value, une ouais. plus-value. Ouais. Mm. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que c'est pas imposé, parce que ça rentre pas dans le cadre de la plus-value, en fait. Oui, bah exactement. En fait, c'est considéré comme voilà, t'as acheté un truc. En fait, c'est comme je te disais, c'est un deal. C'est t'as pas les loyers pendant 10 ans, donc c'est normal que ça vaille moins cher, tu vois. Et c'est pour ça que c'est pas. Mais en gros, le truc c'est que tu peux pas calculer une plus-value parce que pour calculer une plus-value, il faut que le produit à l'entrée et à la sortie soit le même. Donc, tu vois, tu peux pas. Euh, voilà, si j'achète une pomme 1 euro que je la vends 2 euros, bon bah voilà, il y a eu le même produit qui a eu pris une plus-value. Mais là, c'est pas le même produit. D'un côté, j'ai acheté une propriété, de l'autre, j'ai une pleine pro. Et alors, là, j'ai une question peut-être un peu plus pointilleuse, mais on va reprendre l'exemple. La SCPI vaut 100. Tu l'achètes 70 parce que tu achètes en libre propriété, mais cette même SCPI, au bout de 10 ans, elle en vaut plus 100, elle en vaut 120. Quand tu recouvres la propriété, est-ce que tu payes une plus-value de 20 ou t'en payes pas? Non, alors là, à la revente, hein, donc encore une fois, la plus-value s'effectuerait si tu revendais. Mais si tu revendais, effectivement, tu aurais une plus-value sur la différence entre 100 et 120. Parce que là, pour le coup, c'est la pleine propriété elle-même qui a fait une plus-value. Ok, parce qu'on part quand même du principe que même si tu achètes en Upro, on a la base qui est au moment de l'achat,
et on peut pas recouvrir à la valeur 10 ans après, quoi. Non, parce qu'en fait, en fait, quand tu achètes en Upro, tu as la durée et la clé. Donc en fait, tu vois, par exemple, si j'achète, enfin, tu as toujours une clé qui te permet de trouver le prix de la pleine propriété au moment de l'achat. D'accord. Ok, super clair. Super clair, Clément. Bah écoute, on a fait un beau tour quand même de ce Ouais. sujet-là. Il y a Je... peut-être un cas dont on n'a pas parlé, je sais pas si tu veux, mais ça peut Oui, valoir le coup de l'aborder. dis-moi, oui. C'est le cas de personnes qui auraient une entreprise. Donc, alors, c'est un peu un sous-cas, hein, mais je te donne un exemple. J'ai ma SCI qui a du placement de trésorerie à faire, et moi, en perso, j'ai de l'investissement en cash à faire. Un des trucs qu'on voit faire assez souvent, c'est le fait d'acheter l'usufruit par la société et d'acheter la nue propriété par l'individu. Alors, pas mal de gens vont sauter au plafond en disant mais attention, c'est de l'abus de droit, etc. En fait, la réponse est non, c'est pas de l'abus de droit parce que les clés de démembrement ne sont pas déterminées par le client lui-même. Et donc, si tu suis les clés de démembrement qui sont affichées, tu peux tout à fait acheter l'usufruit d'un côté pour ta société, acheter la nue propriété de l'autre pour toi. Et ça, c'est super intéressant parce que l'usufruit est très rare. Et beaucoup de sociétés aujourd'hui, pour te donner un exemple, on a créé, à ma connaissance, la première marketplace d'usufruit pour les sociétés, enfin pour tout le monde en fin de compte, mais en pratique, c'est les sociétés. Et quand on met un usufruit sur la plateforme, il part en 5 minutes. C'est un truc de fou. La demande, mais déjà ce matin, on a vendu un usufruit de 43 000 euros. Il est parti en 2 minutes. Il a été mis sur la marketplace et les gens se l'arrachent parce que les rentas sont tellement fortes que les gens adorent l'usufruit. Mais du coup, c'est hyper rare. Je crois qu'on est la seule plateforme à proposer ce type de choses. À date, il y en aura peut-être d'autres plus tard. Et donc, pour pouvoir se générer entre guillemets son propre usufruit, pas mal de gérants d'entreprise achètent l'usufruit qui correspond à la nue propriété qu'ils achètent en direct. Et donc, en direct, en personne physique, ils ont l'avantage du remembrement pas imposé, et en société, ils ont un usufruit qu'ils ont généré avec la nue propriété. Donc ça, c'est peut-être un point un peu délicat, mais qui est super intéressant quand on veut faire en fait un montage patrimonial à la fois pour soi et pour son entreprise. Ok, mais là, du coup, j'ai une question, alors que tu as plus ou moins dit, mais il n'y a pas un risque de conflit d'intérêt, du coup, de Bah, en faire ça? fait, il y aurait un risque de conflit d'intérêt si tu choisissais les clés de démembrement. Tu vois, si tu laisses et que tu dis, ah ouais, mais du coup, moi, je vais m'acheter la nue propriété, je vais la faire payer zéro, tu vois, ou très très peu, parce que machin, et comme ça, en fait, je vais pouvoir déduire énormément sur l'usufruit. C'est toujours pareil. Comme tu peux amortir l'usufruit et que il n'y a pas de plus-value sur le remembrement, bah, tu dirais, ok, la nue propriété vaut zéro, donc je fais une plus-value de 100, et l'usufruit vaut 100, donc en fait, j'amortis tout. Enfin bon, bref, ce serait évidemment problématique et d'ailleurs illégal. En l'occurrence, les clés de démembrement ne sont pas fixées par l'individu. C'est la société de gestion qui annonce les clés de toute façon. Et donc en fait, que tu achètes la nue propriété que tu achetais toi ou qu'achète ton voisin, vu que le prix n'est pas déterminé ni par toi ni par ton voisin, en fin de compte, c'est la même histoire. Donc en réalité, dans ce cas-là, alors on l'a fait valider par un avocat fiscaliste qui bossait auparavant au ministère des Finances. Voilà, et donc ça, c'est un cas qui est tout à fait possible tant que tu ne modifies pas la clé utilisée et que donc c'est une clé qui est publique et la clé qui a été déterminée par un tiers. Ok, super intéressant. Du coup, là, je pense qu'on a couvert toutes les possibilités du démembrement, non, à peu près? Ou tu penses Je qu'on en a pense. oublié? Ouais. Non, 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 je pense qu'on est pas mal. Ok, super Clément. Euh, Bah écoute, on arrive à la fin de l'épisode. Avant de te demander quel bouquin tu vas nous recommander, moi je voulais quand même dire un mot bah, sur le fait que actuellement enfin, Louvre est le sponsor de mon budget zen. Donc je sais pas si tu veux peut-être dire un mot de vive voix sur. Alors il y a un pré-roll hein, qui est en intro d'épisode où j'explique pourquoi c'est cool, mais si tu veux peut-être en dire un mot, parce que là on a parlé vraiment que du démembrement, mais évidemment vous faites pas que ça, et j'imagine que la grande partie de la partie SCPI, ça reste quand même en pleine propriété, on va dire, la classique. Je sais pas si tu veux dire un petit mot sur bah, comment ça se passe chez Louvre, comment vous accueillez les gens qui viennent d'ici. Voilà, que tu dises un petit mot. Ouais, avec plaisir. Écoute, en gros, donc l'intérêt de passer par Louvre, c'est ce que je rappelais, hein, c'est qu'on est une plateforme 100% digitale avec des frais réduits. Donc c'est un peu entre guillemets le meilleur deal si on veut faire de la SCPI aujourd'hui en France. C'est le plus simple. Vous avez un seul dossier, tout se fait en signature électronique. Euh,
Et pour rappel, bah voilà, comme je rappelais, c'est assez important parce qu'on rembourse 2,5% du montant investi en cashback, versement directement sur le compte bancaire, pas de, voilà, aucune contrainte, vous en faites absolument ce que vous voulez. C'est une réduction de nos frais. On est payé moins enfin, on vous donne une partie de ce qu'on est payé. Donc ça, c'est évidemment l'avantage. Et puis, je vous invite quand même à regarder, on a sorti un nouveau produit, comme je rappelais, d'immobilier fractionné, qui là donne un peu plus de flexibilité sur la sélection, c'est-à-dire qu'on va pouvoir choisir des biens uniques, des biens unitaires. Par exemple, on a sorti le premier produit qui est un T2 à Marseille, très belle localisation, très belle opportunité de plus-value à mon sens. Voilà, donc on a vraiment cette vocation d'être la plateforme d'investissement immobilier, d'abord avec la SCPI, maintenant l'immobilier fractionné, et puis à terme d'autres produits immobiliers qu'on ajoutera au fur et à mesure. Donc évidemment, on serait ravis de vous retrouver, et je pense qu'il y a un code que tu donneras également probablement avec le podcast. Voilà. Le code MBZ. Code MBZ et vous avez 75 € offerts en passant par ce code et uniquement avec ce code. Juste attends, un dernier mot sur les. Alors je reviens sur la partie SCPI. Donc tu parles du cashback, mais aussi, si je dis pas de bêtises, parce que je le dis quand même en pré-roll, il y a aussi des SCPI sans frais d'entrée. Tu me le confirmes? Absolument. Ouais. Voilà, c'est aussi possible parce que voilà, on parle beaucoup de cashback, mais il existe aujourd'hui des SCPI sans frais d'entrée, dont certaines d'ailleurs sont passées, alors je nommerai point, mais dont certaines sont déjà passées sur le podcast, mais vous les proposez aussi. Donc en passant chez Louvre Invest, ça vous coûtera pas plus cher et c'est en tout cas sans frais d'entrée. Donc sachez que c'est aussi possible avec Louvre. Exactement. Et par contre, pas de cashback là-dessus, parce que il y a pas de frais forcément, il n'y a pas de frais d'entrée, donc il n'y a pas de cashback. Ok, juste pour terminer, Clément, est-ce que tu peux nous recommander un bouquin que tu aimerais faire découvrir à nos auditeurs, qui t'a fait un déclic, qui t'a plu? Ça peut être de la finance, du dev perso, de ce que tu veux. Écoute, ce sera ni de la finance ni du dev perso. Je recommande à tous de lire Le Maître et Marguerite de Bulgakov, qui est un roman absolument génial et que j'invite à lire parce qu'en fin de compte, c'est top le développement perso et c'est top la finance, mais en fait, le développement perso, c'est pas que du coaching bien-être, c'est aussi, je pense, de s'ouvrir à des univers un peu différents. Et pour le coup, le livre est absolument génial. Une histoire assez surprenante qui part en fait en partant de deux histoires qui se rejoignent au milieu, qui sont assez délirantes dans un univers bizarre, mais qui est vraiment très 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 plaisant. Donc voilà, ma recommandation, Le Maître et Marguerite de Bulgakov. Ok, bah c'est noté. Merci beaucoup Clément pour ton passage, pour tes explications claires, et je te dis à très bientôt. Ça marche, merci Thomas, à bientôt. À bientôt, salut. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as bien aimé, je t'invite à faire deux petites choses. La première, c'est de t'abonner à ce podcast pour être sûr de ne pas rater les prochains épisodes. Et ensuite, de mettre un petit commentaire 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. Ça m'aide énormément pour rendre le podcast plus visible et pour inviter donc des invités de plus en plus prestigieux. N'oublie pas aussi d'aller regarder dans la description tous les liens que je propose, que ce soit pour mes programmes ou pour le contenu gratuit.